Bonsoir à tous, bienvenue dans la Grande Librairie. Nous allons croiser poésie et histoire avec Michel Butor. Bonsoir Michel Butor. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Je vous en prie. Michel Butor, vous publiez une magnifique anthologie. Une anthologie de quoi? Des textes du patron, Victor Hugo. Anthologie extrêmement personnelle, Michel Butor, et je dois dire, qui donne une envie furieuse, celle de lire Victor Hugo si on ne l'a jamais lu, ou alors de relire, et d'aller relire peut-être d'ailleurs en dehors des sentiers battus. Nous allons en parler avec vous dans un instant, mon cher Michel, mais avant cela, je voudrais que nous rendions hommage à un grand historien qui était également sémiologue, philosophe, romancier, journaliste, et j'ai envie d'ajouter humoriste, Umberto Eco. Umberto Eco, c'était l'élégance, le gai savoir, le paradoxe joyeux. Umberto Eco, le grand alchimiste, est mort, vous le savez, vendredi dernier. Il fut l'un des piliers de la Grande Librairie où je l'ai invité à maintes reprises au cours de ces 8 dernières années. Dans un instant, Jean-Claude Carrière et Henri Levenbruck nous rejoindront sur ce plateau pour évoquer Il Professore. Mais tout de suite, eh bien, je vous propose de revoir et surtout d'entendre Umberto Eco. Voici un florilège de ses passages à la Grande Librairie. Je suis un essayiste, un prof de métier qui écrit des romans seulement les dimanches. Et, seulement le dimanche? Oui, non, même le samedi parfois. Et pendant les vacances de Noël. Et un philosophe, un théoricien doit conclure. Il travaille justement pour arriver à certaines propositions avec lesquelles il termine son travail. Il dit, je voulais démontrer ça et ça. Et on ne peut pas conclure à tout prix et toujours. Et raconter, au contraire, c'est mettre en scène les contradictions. Parce que chaque personnage est le porteur de certaines positions. Vous n'êtes pas obligé à conclure. Vous mettez en scène la contradiction même. Tout roman n'est pas une thèse. S'il était une thèse, ce serait minable. Une question. Croyez-vous, Umberto Eco, à l'inspiration? Non, je suis le dicton anglais, genius is 10% inspiration and 90% perspiration. So, il est 10% inspiration et 90% transpiration. J'ai écrit un roman chaque 6 ans. Ça veut dire vivre 6 ou 8 ans dans ton propre monde, le bâtir lentement, etc. Et je crois que le lecteur revit ces 6 ans. Si j'écrivais un roman par an, probablement, ça ne marcherait pas. Il faut cette longueur, il faut ces pas très longs. J'ai découvert plus tard, après le 3e roman, que tous mes romans n'étaient pas nés d'un projet, aucun projet, mais d'une image. Par exemple, Le Pendule de Foucault. J'avais écrit Le Nom de la Rose. Il avait eu un certain succès. Tout le monde me demandait, tu écriras un autre roman. Je disais, mais non, je crois d'avoir dit tout. Et après, j'ai eu une image, le Pendule, que j'avais vu à Paris, 30 ans avant. Et après, une deuxième image, un jeune homme qui jouait de la trompette aux funérailles de partisans, qui s'était passé à moi, une histoire. Alors j'ai dit, voilà, le roman, du pendule à la trompette. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre entre les deux images? Ça m'a pris 8 ans pour découvrir ce qui s'était passé entre les deux événements. Essayez d'imaginer Robinson qui fait naufrage sur une île déserte. S'il avait un livre, c'était une Bible, je crois, il pouvait rester sur l'île déserte 20 ans, 30 ans, 40 ans, et la Bible fonctionnait. S'il avait un e-book, après une semaine, la batterie était finie, et il n'avait plus rien à lire. Donc ça, c'est la durabilité. C'était un vieux hôtel, celui-là, avec des chambres très petites
Mais moi, j'ai voulu conserver les corridors parce qu'ils me servaient pour les livres. Donc, c'est mieux avoir des chambres petites, mais des grands couloirs. Dans ma collection de livres anciens, j'ai évidemment la première édition de l'Ulysse de Joyce, parce que Joyce a été un auteur qui a profondément influencé. Hein. J'ai la première édition de Rebours de Huysmans, parce qu'entre 17 et 18 ans, ce livre m'avait fasciné énormément. Ben, un livre de ma jeunesse était le Cyrano de Bergerac. Voilà aussi la première édition. J'avais lu à 12 ans, elle m'avait troublé beaucoup. Lorsque j'étais jeune, les librairies, elles étaient des lieux obscurs, étroits, asphyctiques, où il y avait deux messieurs émasculés, habillés en noir, que quand vous entrez, vous devez, qu'est-ce que vous désirez? Alors vous étiez pris du trac et vous sortiez. Fini. Ça, c'était le rapport d'un jeune homme avec une librairie. Aujourd'hui, jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu tant des êtres humains fréquentant une librairie. Comme aujourd'hui, dans le Barnes & Noble à New York, dans le Feltrinelli à Milan, une population jeune dans les librairies. Donc, cette idée que les gens ne lisent plus, c'est une autre idée inventée par des journalistes pour écrire quelque chose. Mais en tout cas, la quantité de gens et de jeunes qui lisent par rapport au temps de ma jeunesse a monté d'une façon énorme. Je suis toujours étonné qu'on ne s'aperçoive pas de ce fait-là. Qu'est-ce que vous collectionnez, vous, Umberto Eco? Je collectionne tous les livres auxquels je ne crois pas. Ma collection s'appelle Biblioteca Semiologica Curiosa Lunatica Magica et Pneumatica. Tous les livres faux. Donc, par exemple, je n'ai pas Galilée, parce que c'est vrai, mais j'ai Ptolémée. Ouais. Parce qu'il est faux. Donc, j'ai les alchimistes, j'ai tout le Rose-Croix, tous les occultistes. Quelle est la différence entre le faux et la fiction? Le faux, c'est un mensonge. Voilà. Si j'ai produit un texte pour dire que c'est pas là-bas il y a 3 cadavres, c'est faux. C'est un faux. La fiction, c'est faire semblant. Comme les enfants jouent et ils disent « je suis Buffalo Bill ». Tout le monde sait que l'autre n'est pas Buffalo Bill, mais il fait semblant d'y croire. Et là c'est la fiction qui est très honnête, et qui est le théâtre, qui est très honnête. Bien qu'il s'avère qu'à la fin, on pleure sur Madame Bovary. Alors pourquoi on pleure sur Madame Bovary? Puisqu'on sait qu'il s'agit d'une fiction et pas d'un faux. Pour vous répondre, j'aurais besoin de 6 mois pour une classe. Je dis qu'il y a une seule notion de la vérité qui est absolue, qu'on ne peut pas discuter, c'est la vérité romanesque. Nous ne savons pas si c'est vrai que Napoléon est réellement mort à Sainte-Hélène, peut-être on découvrira, mais nous savons que Anna Karenina est morte suicide. Et je dis que les Dalai Lama et les papes peuvent discuter des mois pour décider si Jésus-Christ était le Fils de Dieu ou non, mais ils ne peuvent pas nier que Superman était Clark Kent. Pour un philosophe, c'est fondamental la question de la vérité. Mais puisqu'il est très difficile d'établir si quelque chose est vrai, mais il est plus facile d'établir si quelque chose est faux. Et alors le faux, c'est une façon de s'approcher à la vérité. La découverte des faux. Umberto Eco, voilà, ce qui est vrai, c'est qu'il nous manque déjà Jean-Claude Carrière, Henri Leuwenbroek, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ce soir en direct dans la Grande Librairie pour évoquer Umberto Eco. Alors, je crois qu'il aurait détesté qu'on lui rende un hommage en essayant d'être sérieux. On l'a vu et entendu à l'instant. C'était cette formidable puissance de l'humour pour parler des choses les plus sérieuses, notamment la philosophie. Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste, vous avez coécrit avec Umberto Eco ce livre. N'espérez pas vous débarrasser des livres. On le trouve aujourd'hui en livre de poche. Vous étiez venu nous en parler. Bien sûr, avec lui. On a vu quelques images. Quel souvenir conservez-vous d'Umberto Eco, que vous connaissez depuis quoi, une trentaine d'années? Une trentaine d'années. Il m'avait invité quand il était encore professeur à l'université de Bologne
la plus vieille d'Europe, il avait organisé un espace qu'il appelait l'espace Erasmus, où il recevait des gens de disciplines différentes, des scientifiques, des peintres, des écrivains. Il m'a invité plusieurs fois à y aller et naturellement, il participait à ces rencontres qui duraient toute une journée et qui étaient évidemment passionnantes et drôles. Ensuite, nous sommes devenus amis, nous avons collaboré une première fois sur Entretien sur la fin des temps, un livre paru avant l'année 2000 justement. Et puis on ne s'est guère plus quitté. On a fait pas mal de foires, de foires du livre. Oui, il faut bien le préciser. Oui, on a signé des livres ensemble. Il parlait du faux, là. Et enfin, pour moi, vous l'avez dit, c'est le gai savoir par excellence. Et je disais aussi que c'était le plus rabelaisien des Italiens. Le plus rabelaisien. Alors pourquoi? Parce que rabelaisien, parce que la science d'abord, voilà, qui était indiscutable. Dans son cas, c'était un grand sémiologue. Et parce que cette science s'accompagnait d'une joie de vivre intense et permanente. Ouais. Et c'est pour ça que ce soir, il ne faut pas être triste en parlant de lui. Un véritable défi à l'esprit de sérieux. Oui, absolument. Michel Butor, qu'évoque pour vous la figure d'Umberto Eco? Jean-Claude Carrière disait que c'est vrai, il aimait aller dans toutes les disciplines et rassembler tous les curieux de la planète. Vous-même, qui êtes à la fois poète, qui avez été romancier, qui a pratiqué le collage, qui adorait aller comme ça chercher dans les caves et les greniers, que représentait Umberto Eco pour vous? Eh bien, pour moi, c'était d'abord un grand professeur. Parce qu'avant qu'il écrive des romans, il a écrit des essais qui ont eu beaucoup d'importance. Il a écrit un essai qui s'appelle L'œuvre ouverte et qui a eu beaucoup de retentissement il y a déjà fort longtemps, à une époque où, dans toutes sortes de domaines, on cherchait à faire des œuvres mobiles, des œuvres dans lesquelles on insistait sur le rôle du lecteur ou de l'auditeur. Alors, lui a très bien compris ça. Il a été un des premiers à sentir cette tendance nouvelle de la littérature et des autres arts. Il y a eu Lecteur in Fabula, extraordinaire petit livre que je recommande à tout le monde. Le rôle du lecteur. En gros, son idée, c'était que c'est le lecteur qui, finalement, prolonge le livre de l'écrivain. Il a raison quand il dit ça? Il a raison quand il dit ça? Ah ben oui, bien sûr. Un livre, ça n'existe pas sans un lecteur. C'est le lecteur qui se représente les choses à partir des signes qu'on lui donne sur une page. S'il y a écrit le mot maison, le lecteur imagine une maison. Et comment imagine-t-il une maison? Avec celle qu'il connaît, bien sûr. Et donc, la représentation qui est issue du livre est différente pour chacun des lecteurs. Et évidemment, c'est la façon dont on va jouer avec tout ça qui est tellement passionnante. Henri Lovenbruch, vous êtes né, vous, en 1972. Vous êtes romancier, vous avez écrit de la fantaisie, mais aussi des polars médiévaux, L'Apothicaire, par exemple, qu'on trouve en poche, Le Rasoir d'Occam, 2 livres dans lesquels on sent souffler le souffle épique d'Umberto Eco. Je disais, vous êtes né en 1972, ça veut dire que vous êtes né au moment où Umberto Eco publiait son 6e livre. Et vous aviez 8 ans au moment du Nom de la Rose, son grand chef-d'œuvre. Pour vous, Umberto Eco, vous qui ne l'avez pas connu, qui n'êtes pas de la même génération que Michel Butor ou Jean-Claude Carrière, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi Umberto Eco, romancier? Pour moi, ça a été un guide. Moi, ce que je retiens d'Umberto Eco, c'est que c'est quelqu'un qui a à la fois s'est battu pour donner ses lettres de noblesse à la culture populaire. C'est quelqu'un qui n'a jamais regardé la culture populaire comme quelque chose de sot. Il était passionné de bande dessinée, mais pas seulement de la bande dessinée franco-belge, même les comics, voilà, qui en général n'ont pas forcément eu des bonne presse auprès de certains intellectuels. On entendait parler de Superman tout à l'heure, Clark Kent. Bien sûr, il adorait James Bond, il avait fait un essai sur Ian Fleming, etc. C'est pas un hasard si son premier roman est un polar. Polar, c'est la littérature populaire. Le Nom de la Rose, c'est voilà. Bon. Et la deuxième chose, moi, que je retiens d'Eco, c'est que c'est quelqu'un qui pariait toujours sur l'intelligence de son lecteur.
il refusait de prendre son lecteur pour un imbécile, et donc il refusait la paresse de son lecteur, il nous obligeait toujours à aller chercher plus loin, il complexifiait son intrigue parce que ça l'amusait lui aussi de la complexifier. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, ça lui a parfois apporté préjudice, parce que sur le cimetière de Prague, par exemple, on lui a reproché que certains lecteurs auraient pu le prendre au premier degré et que voilà, on puisse avoir un discours antisémite en lisant le cimetière de Prague. Mais lui, non, il disait non, les lecteurs sont pas stupides, ils savent très bien que c'est du second degré. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant aussi, ce qui est amusant, il a eu raison de faire ce pari, parce que de tous ses romans, celui qui a le moins bien marché, c'est le moins compliqué de tous. C'est La mystérieuse flamme de la reine Loana, qui était son roman le plus simple. C'était un livre où il y avait des collages, là aussi. C'était amusé, à mettre des vignettes, des extraits de bande dessinée. C'est étonnant de voir, par exemple, le succès du Pendule de Foucault ou du Don de la Rose, qui sont des romans compliqués. Mais alors, attendez, comment expliquez-vous cela, Jean-Claude Carrière, Henri Levenbruck? Alors vous, Jean-Claude, vous avez l'habitude d'aller chercher la complexité dans un roman pour faire ressortir ce qui compte dans le film, pour adapter. Vous, Henri Levenbruck, vous avez des constructions qui sont aussi des grandes machines romanesques. Comment expliquer le succès d'un livre comme celui-ci, Le Pendule de Foucault, au début des années 80, qui est tout de même... alors, il y a parfois de l'humour, mais enfin, c'est parfois extraordinairement aride. Et pourtant, on se laisse embarquer par Umberto. Il y a une raison qui est amusante, c'est que je pense que ce lecteur a doublé, le roman, a doublé son lectorat, parce qu'il y a une première moitié des lecteurs qui l'ont pris au premier degré, et ça c'est plutôt les fans de thrillers ésotériques, etc. Et il y a une deuxième partie du lectorat qui lui l'a pris au second degré, c'est-à-dire avec beaucoup d'humour. S'amuser du complotisme. C'est un livre hilarant pour moi. C'est quand même l'histoire d'une recette de cuisine du Moyen-Âge qui donne naissance à la plus grande conspiration universelle jamais envisagée dans un roman. Jean-Claude, est-ce que vous parliez avec Umberto Eco des secrets de fabrication du romancier? D'abord, je voudrais dire que quand je lisais un livre, et quand je lis toujours un livre d'Umberto Eco, au début, je me dis, bon, je vais être son lecteur idéal. Il faut que je fasse l'effort d'être un très bon lecteur, ce qui est pas facile. Donc je me débarrasse de toute une série d'habitudes, et je me dis, je vais rentrer dans ce livre comme si je ne le connaissais pas, comme si c'était la première fois, mais avec beaucoup d'attention. Et on oublie aussi de dire, enfin, tout ce qui vient d'être dit est très bien, qu'Umberto a été un très grand journaliste, un éditorialiste très connu en Italie, grand adversaire de Berlusconi, entre parenthèses, et que c'était un intellectuel, au vrai sens du mot, mais totalement plongé dans la vie quotidienne. Non seulement, comme vous le disiez, il aimait les bandes dessinées, il avait dans son grenier des piles de vieilles bandes dessinées italiennes d'avant la guerre, toutes pleines de poussière, qu'il se régalait de feuilleter, mais il était très au courant de la vie politique, économique et sociale actuelle. Et ça, pour moi, c'était un homme complet, je dirais. Intellectuel engagé. Et puis alors, on peut peut-être aussi trouver, d'ailleurs, dans ces romans, finalement, des passerelles avec ce qui peut se passer aujourd'hui. Je pense au Nom de la Rose, évidemment, le roman le plus connu, qui est un livre formidable autour de la question de la foi, autour de la question du rire. Du rire, surtout de 1980. De l'interdiction du rire. Voilà. Ouais. Il y a eu, évidemment, cette adaptation de Jean-Jacques Hano en 1986, et on ne pouvait pas résister au plaisir de vous montrer ce passage qui est extraordinaire. Et je crois qu'Umberto Eco l'aimait beaucoup, un passage très fidèle au roman. C'est à la toute fin du film, au moment où Guillaume de Baskerville, Guillaume d'Occam presque, essaye de savoir pour quelle raison on veut interdire le rire. Écoutez bien la réponse. Umberto Eco, en 1980, nous racontait le monde d'aujourd'hui. Regardez. Mais qu'y a-t-il de si inquiétant dans le rire? Le rire tue la peur. Et sans la peur, il n'est pas de foi. Car sans la peur du diable, il n'y a plus besoin de Dieu. Mais vous n'éliminerez pas le rire en éliminant ce livre. Non, certes. Le rire restera le divertissement des simples. Mais qu'adviendra-t-il si, à cause de ce livre, l'homme cultivé déclarait tolérable que l'on rit de tout? Pouvons-nous rire de Dieu? Le monde retomberait dans le chaos. Ainsi donc, je scelle ce qui ne devait pas être dit. Dans la tombe que je deviens. Là, derrière l'arche! Voilà, Le Nom de la Rose, évidemment, ça existe en DVD. Précipitez-vous ce week-end sur le roman et puis sur le DVD du film de Jean-Jacques Hano. Peut-on rire de tout?
peut-on rire de Oui, Dieu? absolument. On doit rire de tout. Et oui. Oui, de tout. Et même du rire. Et même de certaines manières de rire. Alors la phrase célèbre, c'est on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Oui, bien sûr. Avec Umberto Eco, on a Jean-Claude Carrière aussi, un personnage qui s'amuse à tout décrypter. Tout fait signe, hein, c'est le principe de la sémiologie. sémiologie, de toute façon, oui. Il y avait aussi cet humour qui le conduisait à écrire des pastiches. On oublie peut-être aussi qu'il a écrit quelques livres, dont celui-ci, Comment voyager avec un saumon. Ce sont des textes extraordinairement courts sur la pornographie, sur les matchs de foot également. Vous savez, la sémiologie a envahi l'univers dans lequel nous vivons, puisque tout est signe, on peut donc écrire sur tout. Et il a prouvé qu'on pouvait mettre la science qui était la sienne au service de tout événement de la vie quotidienne. C'est ça, il transfigurait le quotidien. C'est ça que j'aimais beaucoup chez lui, et y compris dans la vie courante. Il nous est arrivé d'avoir des conversations à Paris ou à Milan ou ailleurs qui duraient des nuits entières et qui se prolongeaient quelquefois sur le trottoir après qu'on nous eût mis à la porte. Ça nous est arrivé. Dehors, tous les deux, c'est fini. Il y en a marre d'entendre parler de telle édition de Augsbourg pendant la guerre de 30 ans, je me rappelle un soir. Mais c'était quelque chose qui nous animait. Vous voyez, qu'on ne pouvait pas arriver à se séparer. Est-ce qu'il croyait en Dieu, Umberto Eco? Non, vraiment? Non. Je me souviens qu'il nous avait dit une fois, il m'avait dit, si Dieu existe, c'est une bibliothèque, mais une bibliothèque rangée et parfaite. Oui, parfaite. C'était la bibliothèque de Babel. Ouais. Non, je ne crois pas. Enfin, il ne parlait pas, en tout cas, il n'était pas dévot, fervent, il n'allait pas à l'église, si vous voulez, mais il avait, comme moi, un grand intérêt pour les religions, bien entendu. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, les religions ne nous disent rien sur Dieu, qui n'existe pas, mais beaucoup sur nous-mêmes. Et ça, il le disait et le répétait souvent. Henri Leeuwenbruck, vous, est-ce que vous vous sentez, en tant que romancier, et j'allais dire jeune romancier, talentueux, qui va explorer aussi parfois les caves secrètes, qui jouent avec le complot et ses théories, vous vous sentez dans la droite ligne d'Umberto Eco ou dans celle plutôt d'un Alexandre Dumas? Un petit peu des deux. En tout cas, j'essaie de leur rendre hommage à l'un comme à l'autre. Dans l'apothicaire, c'est le cas. Eco s'amusait avec toutes ces théories, l'ésotérisme, les théories du complot, parce que ce sont des secrets qui sont vides et donc des secrets qui ne seront jamais révélés. Un vrai secret, un jour, il finit par être révélé. Mais un secret qui est vide, comme celui de le complot universel, il n'existe pas. Donc on va pouvoir écrire toute notre vie sur le complot universel. Alors ça aussi, il lui disait souvent, Umberto Eco, que les secrets, de toute façon, au bout d'un très peu de temps, ils finissent par être éventés. Oui. Il disait que pour que deux personnes puissent garder un secret, il faut qu'il y en ait une des deux qui soit morte. C'est pas entièrement faux, en effet. S'il fallait conserver, ou conseiller à nos téléspectateurs un livre d'Umberto Eco à lire, à relire, quel serait votre choix, Jean-Claude? À part le vôtre, ce que vous avez signé avec lui. Non, à part le nom, Au nom de la rose, peut-être. Naturellement, il faudrait mieux rentrer par là. Mais ensuite, vous parliez du saumon et de tous ces essais aussi sur le faux que j'aime beaucoup. Je sais pas, c'est très difficile de choisir. Même de choisir entre les romans. Le pendule de Foucault, par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas le lire et moi je trouve ça passionnant. Vous, Henri Leeuwenbruck? Moi, ce serait quelques pages. Je conseillerais aux gens de lire les quelques pages du pendule de Foucault où Eco s'amuse à travers ces personnages et nous expliquer la différence entre le crétin, le stupide, l'imbécile et le fou. Ah oui, c'est pas mal ça. Michel Butor, un livre moi, j'aurais d'Umberto Eco. tendance à conseiller l'œuvre ouverte et les essais d'Umberto Eco. Et puis il y avait aussi les livres sur le beau, les beaux livres qu'il avait fait, une sorte de musée imaginaire. On va en parler peut-être tout à l'heure du vôtre de musée imaginaire, puisque vous aussi, vous venez de publier il n'y a pas très longtemps chez Flammarion un livre comme ça où vous vous promenez dans l'histoire de l'art. Voilà pour Umberto Eco. Jean-Claude Carrière, Henri Leeuwenbruck, merci infiniment d'avoir accepté de venir ce soir évoquer Umberto et lui rendre hommage comme ça. Michel Butor, vous restez avec nous.